Chers amis, rebonjour. Alors cette fois, dans cette séance, il sera question comme thème des magistrats, des juges et des caïds. Alors, les idées que j'ai choisies pour vous sont un peu éparpillées à travers quelques pages. Alors, paragraphe 28, corruption. Nous n'avons au Maroc qu'un seul et unique problème, la corruption. Nos ressources sont extraordinaires. Le génie marocain existe réellement. L'énergie des Marocains est intarissable. L'intelligence marocaine est une intelligence supérieure. J'en possède les preuves les plus formelles. Je n'en dirai pas plus, car, comme je vous l'ai révélé, nous ne sommes pas les seuls à lire ce modeste écrit. 3 points de suspension. Bon. Je me rappelle que, pour prouver que écrire, ce n'est pas vain. Au tout début de ma rédaction de ce complot, j'avais tenu à en publier quelques paragraphes sur un blog que je tenais. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais évoqué le cas d'un arrondissement de police à Salé, dont j'avais critiqué certaines pratiques, certaines choses, etc. Surtout la longue file d'attente, etc., l'organisation, etc. 2, 3 ou 4 jours après, la DGSN avait opéré un changement radical au niveau de l'organisation pour ce qui est de l'obtention de la CIM. Les citoyens étaient très contents de voir une organisation du jour au lendemain parfaite, ou presque. Et j'avais été très heureux de voir que mon écrit avait quand même fait bouger une petite chose. Et donc, écrire, c'est toujours bénéfique. Et les responsables ne sont pas toujours hors circuit. Au contraire, ils sont à l'écoute. J'en ai la preuve. Hein. Et d'ailleurs, le paragraphe où je critiquais l'arrondissement de police en question à Salé, au fur et à mesure que j'avançais dans le complot, j'ai tenu à consigner la réaction de la DGSN et à toutes les corrections qu'elle avait apportées suite à mon écrit. C'était franchement encourageant. Et puis aussi, une autre fois, je me rappelle, lorsque j'avais critiqué un certain nombre de choses concernant une mosquée, une splendide mosquée à Rabat, le ministère des Habous avait réagi aussi. Il avait corrigé toutes les tares. Mais alors, en même pas une semaine. Tant de choses qui m'avaient encouragé à continuer d'écrire. Bon, ça c'est pour le moral. L'indépendance de la justice. Est-ce l'indépendance des juges? Un juge indépendant, est-ce un juge qui juge en son âme et conscience? Imaginons le cas d'un juge corrompu qui soit indépendant en plus. Nous imaginons. Tellement indépendant qu'il peut se permettre de faire fi des règles élémentaires de l'honnêteté. Pouvons-nous juger nos juges sur la base de quelques procès politiques, comme il y en a partout de par le monde, sans exception aucune? Question philosophique. Bon alors. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de l'indépendance de la justice, et lorsque l'on parle de l'indépendance du juge ou du magistrat, est-ce la même chose?
Être juste, ce n'est pas le travail uniquement du juge ou du magistrat dans son tribunal. Être juste, c'est le travail de tous les fonctionnaires de l'État. Et même de tous les citoyens. Dans notre vie quotidienne, nous prenons des décisions, des jugements, qui sont d'éducation. Nous devons être justes bien avant de devenir juge ou magistrat ou caïd, etc., etc. Bon, en tout cas, je pense que c'est un sujet très, très, très important qu'il faudrait quand même essayer de cerner. Bon. Quelles que soient les situations qui se présentent, un ministre marocain de la justice pourra aisément se tirer d'affaire. Il pourra toujours avancer que les juges sont indépendants et qu'ils n'ont qu'à refuser de se soumettre aux directives. Même si ces directives versent vers l'équité, vers l'honnêteté, le ministre marocain de la justice aura toujours raison. Bref et rebelote. À tous les juges qui auraient à juger un homme un jour, soyez indépendants, mais ne pleurnichez pas si vous perdez votre travail. Cela se résumerait au fait que les incorruptibles seraient appelés à perdre leur travail et par conséquent condamnés à la ruine. Notez bien, j'utilise le conditionnel. Nous ne vous empêchons pas d'être juste, honnête et indépendant, mais nous ne vous garantissons rien. Il s'agirait là d'un raisonnement bien insolite. Voyons voir quelques séquences de la déclaration d'un magistrat ayant bénéficié de départ volontaire des fonctionnaires de l'État le 30 avril 2005 dans le Jarida Al-Okhra. Je pense que c'est un hebdomadaire qui a disparu. Mais enfin bref, dans Al-Jarida Al-Okhra, numéro 69 du 5 au 11 juin 2006. Le paragraphe a été signé le 26/3/2008, où je reprends Al-Jarida Al-Okhra du 11 juin 2006, du 5 au 11 juin 2006. Traduction de l'arabe. Guillemets donc. Le président du tribunal m'a dit: tu dois savoir que la promotion vient du ministère de l'Intérieur. Ce genre d'intervention a créé une catégorie de juges qui l'acceptent, parce que cela leur permet de gérer d'autres affaires qui ne sont pas concernées par ces interventions. Oui, ils statuent dans d'autres affaires en contrepartie de l'argent. Et même les magistrats pourris, c'est l'administration qui les a pourris. De par l'exercice de ma fonction de juge et aussi compte tenu de ma récente expérience en tant qu'avocat, le développement de la corruption au sein de la justice est une chose qui fait très peur. Et les responsables doivent y remédier avant que ce soit trop tard, car cette pratique est devenue banale et nous sommes devant un phénomène très dangereux. Alors, ceci, c'est les dires d'un ancien magistrat qui est devenu avocat plus tard, et donc qui évolue parfaitement dans sa nouvelle fonction d'avocat. Excellent, c'est bon. Ah, fin de citation, d'accord. C'était donc en 2006, ces déclarations c'était en 2006, reprise en 2008 ici. Bon, moi je dis, je fais un peu de... C'est là un juge qui devrait reprendre du service au plus vite, puisque, etc., etc., mais bon. Un magistrat qui quitte sa fonction de juge, de magistrat, et qui intègre le barreau tout bonnement, fort de la loi qui le lui permet. Maintenant, voyons voir le cas des agents d'autorité. Le statut, bien sûr, je vais être amené à reparler du statut d'agent d'autorité, et donc, dans le même ordre d'idées, c'est ce genre de cette campagne que j'avais menée
parce que j'avais beaucoup écrit là-dessus, pour ce qui est du statut d'agent d'autorité, et comme je l'avais dit déjà, cela aboutit à un nouveau statut d'autorité. On en avait déjà parlé. Le statut des agents d'autorité dit que l'autorité n'est pas un métier, mais une simple fonction. Voilà ce que j'avais dit, ce que je disais encore. Le statut des agents d'autorité dit que l'autorité n'est pas un métier, mais une simple fonction. Or, lorsqu'un juriste intègre l'Institut royal de l'administration territoriale, soit l'Institut... Non, oui, voilà, c'est l'Institut royal de l'administration territoriale, c'est la nouvelle appellation. C'est bien pour exercer ce qui croit être le métier d'agent de l'autorité. Négatif. Caïd, c'est juste une appellation. Il n'y a aucun droit là-dedans. Le caïd n'est en fait qu'un simple petit fonctionnaire au grade d'administrateur adjoint, mais qui touche quand même un net mensuel de 12 000 dirhams. Cependant, dès lors qu'on n'est plus content de lui, son salaire est immédiatement réduit à 4 000 dirhams. Le salaire de petit administrateur adjoint qu'il est. Les 8 000 dirhams de différence, c'est juste un cadeau qu'on peut lui retirer à tout moment, sans la moindre justification, hormis une décision que personne ne peut contester. Conclusion. Magistrat, c'est un métier. Mais caïd, ce n'est pas un métier. Voilà ce que je disais. Avant le nouveau statut des agents d'autorité. Serait-ce une chimère alors? Bon. La corruption. Bon, je passe, moi, d'un passage à l'autre et je vous laisse remplir les vides. Hein. La corruption. Un jeune ministre vient de déclarer que la corruption cessera au Maroc lorsque les citoyens arrêteront de corrompre les agents de l'État. Ce ministre a raison. J'en sais quelque chose. Dès qu'un responsable est en poste, une certaine élite d'une certaine population accourt pour le pourrir et le souiller en usant de tous les stratagèmes imaginables et inimaginables. Par précaution. Les citoyens assument la plus grande part de la responsabilité, c'est vrai. C'est vrai, malheureusement. Mais quelle est donc la part du gouvernement dans la corruption ambiante? Où en est-on avec le statut des agents d'autorité? Voilà. Voilà. C'est juste après, tout de suite après, il y a eu le statut. C'est à ce niveau-là que se trouve le nœud du problème. C'est une situation qui ne permet pas l'émergence d'une mentalité émancipée, saine et responsable au sein du corps des agents d'autorité. Or, si le phénomène de la corruption n'est pas traité au niveau du ministère de l'Intérieur, nous ne ferons que tourner autour du pot. Offrons à nos agents d'autorité les moyens d'être honnêtes. Facilitons-leur la tâche dans ce sens. Soumettons-les à un vrai statut professionnel, un statut clair, net et précis, sans détour ni jeu de mots. Il faudrait que le statut des agents d'autorité soit scientifique pour les nécessités de l'honnêteté. Un agent d'autorité corrompu n'a pas à continuer de sévir en tant qu'administrateur adjoint. Un agent d'autorité corrompu devrait être radié de la fonction publique, tout simplement. L'administration n'a pas à tolérer les corrompus. De même que les barreaux n'ont pas à tolérer d'anciens juges corrompus de manière automatique. Un magistrat qui quitte la magistrature et qui devient avocat par la force de la loi devrait être honnête aussi. Il faut être honnête en tant que juge, mais il faut aussi être honnête en tant que magistrat, en tant qu'avocat. De même pour le caïd. Il doit être honnête en tant que caïd, mais quelle que soit sa nouvelle fonction dans l'administration publique, il doit être honnête aussi. L'honnêteté n'est pas réservée à un secteur de l'administration publique au détriment de l'autre. Voilà ce que je disais. Et qui a servi à quelque chose. Bien sûr, les choses peuvent évoluer encore. Il y a beaucoup d'autres idées maintenant pour ce qui est des agents d'autorité. On peut améliorer les choses davantage. Combler les lacunes. Il y a encore quelques lacunes qu'il faudra combler.
Et c'est comme cela que l'on avance. Le barreau n'a pas à être le point de ralliement des juges corrompus pour mieux dispatcher la corruption. Le métier d'avocat ne devrait pas être accessible, ne devrait être accessible qu'aux juges honnêtes, retraités, ou ayant fait ce choix librement. Mais dans ce cas, le métier d'avocat devrait être accessible dans les mêmes conditions aux caïds aussi. Le métier d'avocat est un métier à haute sensibilité, où l'honnêteté devrait être sans faille. Ben oui, un caïd qui quitte sa fonction de caïd ou son métier de caïd, pourquoi on ne lui permet pas de rejoindre le barreau, à l'instar des magistrats, des juges qui peuvent devenir avocats du jour au lendemain? En tout cas, ce n'est pas sa formation qui l'en empêche, le caïd. Ils sont juristes, pour la plupart. Et de bons juristes aussi. Hein. Si le ministère de l'Intérieur n'adhère pas effectivement à la lutte contre la corruption, jamais, au grand jamais, le Maroc ne s'en sortira. Adhérer effectivement à cette lutte, ce n'est pas mettre de temps en temps un agent en prison pour occuper les gens et les lecteurs des journaux scandales. Lutter contre la corruption, c'est agir au niveau de la législation d'abord. Lutter contre la corruption, c'est réhabiliter les agents honnêtes d'abord. Pour donner l'exemple, bien, la corruption. C'est très souvent le fruit d'une éducation basée sur l'injustice. L'honnêteté et l'équité, c'est toute une éducation. Dans une école privée d'enseignement primaire qui dispense pourtant, dit-on, des cours de bon niveau, la ségrégation est la règle. Ça, c'est un constat que j'avais fait personnellement, de visu donc. Les enfants mangent désormais à l'école. Horaire continu oblige. On est en 2008. Bien. Et bien évidemment, l'école propose des plats et des sandwichs aux enfants pour faciliter la tâche aux parents. C'est bien. Pour faire des affaires aussi. Ce n'est pas interdit. Le hic, c'est que les enfants qui peuvent s'offrir un plat à 25 dirhams ont le droit de s'installer dans une salle chic doté d'un téléviseur pour manger en regardant les dessins animés. Alors que les petits qui n'achètent que des sandwichs à 10 dirhams se verront contraints de déjeuner dans leur salle de classe sans quitter leur banc en attendant la reprise des cours. Donc ils passent 9 heures carrément dans la classe. Et pas de récréation, même pas pour manger. Parce qu'ils n'ont pu acheter que le sandwich à 10 dirhams. Mon Dieu, quelle injustice! Ces enfants grandiront avec un sentiment d'infériorité lié à cette injustice grave. Mais ils réagiront une fois devenus grands. Ceux dont les parents ne peuvent leur offrir qu'un repas de 10 dirhams apprendront que la justice, c'est de posséder de l'argent de n'importe quel moyen parce qu'ils ne voudront plus jamais, une fois adultes, faire l'objet d'une ségrégation basée sur leurs moyens matériels. Une fois adultes, ils ne voudront pas que leurs enfants subissent pareille injustice malgré leur profonde innocence. École privée ou pas, l'éducation est la responsabilité du ministère de l'Éducation nationale. Les enseignants et les directeurs des écoles privées devraient être surveillés. Il y va de la bonne éducation de nos enfants. Le but, c'est d'éduquer les enfants et non pas de les rendre malades, de les complexer. Avons-nous été bien élevés? Sinon, que faisons-nous pour nous améliorer? Attention, la corruption commence parfois à l'école. Bon, je pense que cela suffit. Le thème donc, c'est agent d'autorité, caïd ou caïd et magistrat. Et cela suffit pour provoquer la réflexion.
Je ne sais pas si... Alors ici, je reprends. C'est encore pour renforcer mes dires, mais ce n'est pas la peine, je pense que le message est passé, c'est pas la peine de... Chapitre D ou paragraphe D, je ne sais pas, je ne vais pas aller chercher là. C'est au page 320, des dernières pensées avant les développements. Alors là, c'est une étape où j'avais étalé quelques pensées avant de commencer les développements ou les solutions qu'éventuellement j'allais proposer. Et aussi l'approche islamique pour le développement aussi, qu'il ne faut pas négliger parce que c'est très important, ça fait partie de la société. Et il ne fallait donc pas l'écarter. Voilà. Ça donc, c'est une page intermédiaire. Bonne et mauvaise motivation, etc. Mesdames et messieurs, la cohérence dans le discours est indispensable pour convaincre de notre volonté de nous engager dans la voie du développement. Pour qu'un développement soit possible, il faudrait donc que le feu vert soit donné. Dans ce sens, ne serait-ce que par quelques signes révélateurs, quelques décisions sine qua non. Oui, on ne peut pas défendre l'indéfendable. En fait, j'essaie de réfléchir au contenu du courrier d'un lecteur de ce complot pacifique contre le sous-développement qui a eu l'obligeance de me signaler dans une correspondance rédigée dans un arabe, etc. Alors, voilà ce qu'il dit. On ne peut pas défendre l'idée qu'un système puisse être capable, c'est une traduction de l'arabe, voilà. On ne peut pas défendre l'idée qu'un système puisse être capable de développement sous réserve de quelques simples petites modifications, alors que l'on est soi-même objet de bannissement, d'injustice, de radiation injustifiable, moralement et légalement, par un système où l'administration n'a pas changé d'un iota, malgré tous les efforts déployés dans le complot pacifique contre le sous-développement, pour immerger les lecteurs dans un optimisme bien naïf, et qui à la langue sera moins crédible. Eh bien oui. Mais bon, tout à l'heure, je vous disais comment est-ce que l'écrit a pu corriger certaines choses. Et ce n'était pas de simples choses, c'était des choses très importantes. J'aurai l'occasion de vous étaler et de prouver mes dires, concrètement. Alors voilà, moi ce que je dis. Sacré coup pour le moral. Eh oui. Cependant, je tiens à signaler que lorsqu'on a vraiment bien lu les 600 pages rédigées jusque-là, dans le cadre de cet humble complot pacifique contre le sous-développement, l'on peut aisément se rendre compte que l'optimisme a été choisi comme base fondamentale pour réussir pacifiquement le développement au Maroc malgré tout. Et oui, quand on n'est pas optimiste, à quoi bon s'entêter à faire des propositions, hein? Certes, ce complot pourrait se révéler un travail de longue haleine, mais il faudrait nécessairement l'assumer avec grande patience. Les gens sont fatigués d'espérer. Peut-être bien, mais il faudrait faire preuve de patience en tant que lecteur. Encore et encore, si l'on veut bien encore, si l'on veut voir enfin les développements arriver. Par ceux-là même qui risquent d'être fatigués à leur tour, faute d'encouragement. Est-ce au fond le but recherché? Alors après, j'ai pris le soin d'encadrer une décision. Bon, décision. Je décide de reporter l'exposé du plan de développement, la proposition effective qu'entra pour le développement, dans le cadre de ce complot, etc., le temps qu'il faudra pour y voir plus clair.
Eh bien, j'espère que cette séance vous a été bénéfique.